On va accueillir notre invité, maître Régis de Castelnau, avocat, pour parler de la justice, pas seulement nationale, internationale aussi. Bonjour maître. Bonjour Alexis, ravi Alors, d'être parmi vous. toujours un plaisir de vous avoir pour parler de sujets complexes que sont le droit international, mais aussi les débats qui agitent la France. On va parler bien sûr du procès des assistants du Front National au Parlement européen, le Front National devenu le RN, Marine Le Pen qui pourrait être inéligible. Est-ce un procès politique? Un de plus, on en a vu beaucoup. Ou est-ce que la justice fait son travail, comme avec François Bayrou d'ailleurs, qui en est sorti tranquille. Et Indemne. puis, exactement. Et puis, on va parler, bien sûr, du cas Netanyahou, qui, ça y est sous un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. C'est quand même pas rien. Et heureusement qu'il a de nombreux défenseurs dans le monde entier, dont Viktor Orban, qui voudrait l'inviter pour dire bah non, il a le droit d'aller où il veut, c'est pas un criminel de guerre, puisqu'il se défend. Et d'ailleurs, Dominique de Villepin était sur le plateau de Quelle époque pour faire une leçon, là encore, de droit international à Elisabeth Borne, qui racontait n'importe quoi. Deux anciens premiers ministres qui s'écharpaient gentiment sur un sujet quand même grave qu'on va aborder avec vous. Et puis, on va parler ensuite du débat ô combien complexe et caricatural du crime d'apologie du terrorisme, du délit, qui devrait revenir en fait dans la loi sous l'appellation non pas du pénal, mais du droit à la liberté d'expression, puisque cette argutie est utilisée pour faire taire quand même certains opposants politiques, notamment la France Insoumise qui met ça sur le plateau et qui explique où on en est. Alors, par quoi vous voulez commencer? Bah, c'est copieux, mon Ah cher oui, c'est Alexis. pour ça, je me dis, bon, Alors moi, entrée, plat, dessert. je me retourne vers le patron. C'est à lui de hiérarchiser, parce que Bon, pour moi, tout ça est important. Et puis, euh, et surtout, comment dire, c'est significatif de la tension qui règne aujourd'hui. Tension qui est nationale évidemment, mais aussi internationale, puisqu'on a quand même deux guerres chaudes actuellement qui se déroulent, l'une en Europe centrale et l'autre au Moyen-Orient. Donc, ouais. je vous laisse, Alexis, choisir. Alors, moi, je pense que c'est important de commencer d'abord par le cas Netanyahou, parce qu'on en avait déjà parlé avec vous sur l'appellation de génocide, pour expliquer à nouveau quelles sont les cours, les instances de justice internationale, parce qu'il y a parfois de la confusion, et qu'est-ce que ça signifie, cette nouvelle appellation, enfin le fait que maintenant Netanyahou soit poursuivi par un mandat d'arrêt international. Alors, je vous propose d'aborder le problème sous trois angles. Le premier Mmh. angle, que signifie cette procédure aujourd'hui? Le deuxième, qui est d'analyser un petit peu ces réactions qui sont très intéressantes, y compris l'argument principal qui consiste à dire, voilà, on a fait un espèce de dos à dos, on a mis sur le même plan un État démocratique, on va peut-être Oui. en dire un mot du Israël. caractère démocratique d'Israël, et le chef militaire d'une organisation terroriste. Et puis Ouais. enfin, ce vers quoi ça peut aller. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est une étape politique très importante, Mmh. mais sur le plan judiciaire, ne rêvons pas. Donc, alors, la CPI, c'est un organisme qui a été créé il y a un certain temps maintenant, plus de 20 ans. Au moment des Mmh. guerres de Yougoslavie, on a dit, voilà, on doit punir les dictateurs, et c'était Milosevic essentiellement qui était visé, on doit punir les dictateurs, ils doivent savoir qu'ils ne seront en sécurité nulle part, et on a donc créé cette juridiction internationale. C'est Mmh. le fameux traité de Rome, la convention de Rome, pour ne pas le confondre avec le traité fondateur de l'Union, enfin, qui Ouais. est devenu ensuite l'Union européenne. Donc, on a une convention à laquelle on peut adhérer. Et il y a 127 pays qui ont adhéré à cette convention, et par conséquent qui reconnaissent les compétences de la Cour pénale internationale. Alors, la Cour pénale internationale, elle a un statut qui est contenu dans cette convention, qui lui dit quelles sont ses compétences et quelles sont les Mmh. actions qu'elle peut poursuivre. Alors, ma première observation, c'est de dire qu'il s'agit d'une institution
occidentale. Ça a été créé à La Haye, comme par hasard. Hein, je trouve ça normal, hein, mais à l'époque, c'était une initiative occidentale et c'était une juridiction qui, à l'usage, on l'a bien vu, était à la disposition de l'Occident. Mmh. Les États-Unis ne l'ont pas reconnu parce qu'ils ont bien vu où était le danger, c'est-à-dire qu'on pouvait poursuivre sur l'ensemble de la planète les auteurs de crimes de guerre, les auteurs de crimes contre l'humanité, les auteurs de crimes de génocide. Donc, un certain nombre de pays n'ont pas adhéré à cette convention, des pays importants, et je viens de parler des États-Unis, Israël non plus. C'est Mmh. essentiel. La Russie non plus. Bien. Ouais, Il y en parce que Poutine, lui aussi, a est sous mandat d'arrêt, hein. oui, oui, absolument. Alors oui, quand vous parliez d'Orban, ben, finalement, c'est la symétrie de ce qu'a fait le président de la Mongolie extérieure, qui a Oui, invité Vladimir Poutine en grande pompe et qui a dit non, non, absolument. on ne le touchera pas, alors que la Mongolie est adhérente Mmh. de la Convention de Rome. Bah, Alors, c'est une alors voilà, c'est donc il y a un non-respect quand même de ces institutions. On a l'impression que c'est ben quand même oui, très hypocrite tout ça. C'est-à-dire que ça oui, sert à absolument, des mais écritures, mais qu'il se passera rien. alors, c'était mon troisième point, mon cher Mmh. Alexis. C'était mon Ah, troisième point. Non, ce que je veux dire, c'est que cette CPI a existé, elle a agi. On s'aperçoit qu'elle a mmh, agi surtout sur l'Afrique, comme par hasard. ouais. Le néocolonialisme n'était pas oublié. La Yougoslavie, évidemment. Elle a débouché sur pas mal de relax, parce que ce sont des procédures contradictoires. Elle a enfermé Milosevic, qui est mort en prison. Son bilan est assez calamiteux, soyons Mmh. clairs. Et il est Mmh. d'autant plus calamiteux que dès le début de l'offensive russe en Ukraine, on a bidouillé quelque chose pour pouvoir lancer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Très très rapidement, le procureur a requis ce mandat d'arrêt et il a été immédiatement adopté. Alors, Ouais. je vais partir justement de ce qui est arrivé à Vladimir Poutine, c'est-à-dire que la procédure est une procédure inspirée des procédures anglo-saxonnes. C'est ce qu'on appelle la procédure accusatoire. Le Mmh. procureur A, qui n'est pas un magistrat, hein, le procureur qui a des prérogatives importantes, lance des procédures et lance des accusations. Il a lancé une accusation contre Vladimir Poutine et il sollicite un mandat d'arrêt international à l'encontre des personnes qu'il considère avoir commis des crimes. C'est subjectif, c'est lui, c'est sa position. Bien. Donc, il est parti ensuite au procès. Ceux qui décident du mandat d'arrêt, ce sont des juges du siège. Il y a 8 magistrats, Mmh. dont un survivant de l'Holocauste, je le rappelle, ça a son importance, parce que j'ai lu que Madame Veil-Rénal avait écrit sur Twitter que c'était un scandale que le procureur, dont je rappelle qu'il n'est pas magistrat, lui, Mmh. il est subjectif, c'est un accusateur, était musulman, par conséquent, c'était scandaleux. Ouais. Racisme tranquille, on peut faire confiance aux magistrats français pour ne pas bouger une oreille. Bien, donc, le parquet, alors là, je reviens au Moyen-Orient, le parquet a demandé un mandat d'arrêt Mmh. après plusieurs mois, alors qu'il avait fallu une dizaine de minutes pour Vladimir Poutine, C'était hein, très après rapide, ouais. plusieurs mois, Ouais. des pressions considérables, des réponses procédurales de, d'Israël qui contestaient la compétence pour cette procédure, la compétence de la CPI, eh bien, Ouais. après ces mois de procédure, l'instance de juge du siège a prononcé le mandat d'arrêt. Alors, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Il y a eu une demande du procureur qui l'a documenté, qui l'a argumenté, et ensuite, sur la base du dossier, issu du débat contradictoire, sur la base de ce dossier, l'instance du siège a décidé de le prononcer. Alors, tout ça ne tombe pas du ciel. Le Mmh. dossier, il faut aller le consulter. On a pas mal d'éléments. Sur Internet, finalement, permet d'y avoir accès, mais c'est meurtrier. Je choisis le terme. C'est meurtrier pour les deux personnes poursuivies. C'est tout à fait évident.
il y a tout un tas de choses qui sont pointées, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, il y a des dates fournies. Alors, petite précision, ça s'arrête au mois de mai 2024. C'est-à-dire qu'au moment où le procureur a demandé ce mandat d'arrêt. Donc, désormais, mandat d'arrêt, c'est-à-dire... Mais ça veut dire qu'il y a des enquêtes actuellement sur les crimes de guerre pour avoir les preuves, documentées par la justice de ces crimes de guerre? Comment ça se passe pour, Alors, nourrir le ensuite, dossier? ensuite, une fois qu'on a pu mettre la main sur la personne poursuivie, ou bien qu'on décide de faire une contumace, assez compliqué, Mmh. et de le juger en son absence, le débat se déroule comme tout procès. Débat contradictoire. Les Mmh. personnes poursuivies peuvent et doivent être défendues. L'accusation fournit ses éléments sous l'arbitrage du tribunal qui organise ce débat contradictoire et Ouais. après, le juge du siège prend sa décision. Voilà. C'est donc le mandat d'arrêt est lancé sur, je vais dire, un pré-dossier déjà extrêmement copieux en ce qui concerne Netanyahou et Galland sur une période de presque 8 mois. Bien. Donc voilà la situation actuelle. Alors, tous les pays qui ont signé la Convention de Rome, qui ont adhéré au statut de la CPI, si les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt sont sur leur territoire, doivent l'arrêter et le remettre à la CPI à La Haye. Et le Mmh. transférer à La Haye, il y a tout un équipement, il y a une prison, enfin, il y a tout ça, et parfaitement organisé. Bien. Donc, voilà un petit peu ce que ça veut dire, que cette Mmh. procédure. Alors, la caractéristique concernant celle qui est dirigée contre Netanyahou et contre Galland, elle repose sur des faits. La justice, elle commence par appréhender des faits et Mmh. à C'est ça. établir leur réalité. Ensuite, une fois qu'elle a constaté l'élément matériel, elle procède à la qualification juridique. De quoi s'agit-il? Génocide, pas génocide, crime de guerre, pas crime de guerre, crime contre l'humanité, pas crime contre l'humanité. Elle va donc en débattre. Il va y avoir un Ouais. débat. Et une fois qu'elle a fait ce travail de qualification juridique, elle va prendre sa décision. Elle va déclarer la culpabilité et elle va prononcer une peine ou prononcer un jugement d'acquittement ou de relax. Bien, c'est classique, c'est une juridiction classique, mais qui Mmh. a des compétences transnationales. Alors, ce qui est très important là, ce sont les faits qui sont poursuivis. Et le débat devrait avoir lieu là-dessus, et non pas sur l'opportunité de ce mandat d'arrêt. C'est un Mmh. élément de procédure, parce qu'on voit bien tous les gens qui passent leur temps à parler d'état de droit, dès lors qu'on demande d'en appliquer les règles, là, il n'y a plus personne. Bah, Hein, c'est ça, c'est bien ça c'est le la volée de problème. moineau. Et Ouais. on essaye de disqualifier a priori tous les éléments concrets, factuels, et les qualifications juridiques que l'instance qui a émis le mandat a déjà préqualifié. Parce que Mmh. sinon, ils n'auraient pas délivré un mandat d'arrêt s'ils n'avaient pas un dossier d'ores et déjà solide. Mais attention, ça n'est pas une déclaration de culpabilité. Ça démontre qu'il existe des charges très sérieuses. Très Mmh. sérieuses. C'est la même chose en France, hein, des charges très sérieuses pour que le procès puisse se dérouler. Alors, le dossier de Netanyahou et de Galland est très lourd, mais on le sait bien. Le monde entier le sait. Les journalistes français le savent. Ils savent très bien ce qui se passe en Palestine. Enfin, voyons. Simplement, nous, on est enfermés dans notre bulle occidentale, hein, et on ne mesure pas une seconde ce que le reste du monde pense, ce que le Sud global Ouais. pense. Et on ne se préoccupe pas non plus, et ça c'est grave, dans notre pays, où on a la première communauté juive d'Europe et la première communauté musulmane, on ne se préoccupe pas de la façon dont tout cela est perçu par notre Mmh. communauté musulmane. Ils Mmh. regardent tous Al Jazeera.
tous les jours, c'est documenté par des vidéos, c'est absolument abominable. Et on peut le voir sur les réseaux sociaux aussi, hein, sur X notamment, il y a eu beaucoup de ces exactions qui ont été montrées. C'était insupportable, hein, au quotidien de voir ces enfants morts, déchiquetés. C'était insoutenable. C'est insoutenable. Et puis, Mmh. il y a également, enfin, je veux dire, quand on entend Bernard-Henri Lévy venir dire c'est l'armée la plus morale du monde, tous les matins, il se pose la question de savoir comment ils vont être moraux, et qu'on voit les soldats qui se font des selfies devant des explosions de bâtiments civils, quand on les voit qui se déguisent avec des vêtements pillés dans les maisons, c'est-à-dire, parce que faut faire très attention aussi, quand je parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, c'est que nous avons un cadre juridique international très important. Et ce cadre juridique concernant les guerres, il est très clair sur tout un tas d'infractions. Tout un tas d'infractions. Par exemple, lorsque je vois une vidéo où des soldats israéliens en haut d'un immeuble prennent des cadavres de combattants palestiniens, ou peut-être d'ailleurs de civils, hein, mais de combattants déjà, ils les jettent du haut de l'immeuble. C'est un crime de guerre. On est tenu, j'en parlerai quand on va parler de l'apologie, on est tenu de respecter le corps de l'ennemi tué. On doit veiller à sa sépulture, on n'a pas le droit de l'exhiber, on n'a pas le droit de l'humilier. Bien. Donc, cette réalité-là, elle existe et elle est documentée, et la CPI s'en est saisie. Bien. Donc, c'est vrai que à force comme le faisait récemment Génie Bastier, de prétendre que nous sommes une civilisation supérieure, on ne mesure plus la façon dont c'est perçu en plus, y compris par notre communauté musulmane. Cette hypocrisie et ces doubles standards. Donc, voilà pour ce qui concerne la procédure de la CPI. Donc, désormais, normalement, Netanyahou ne peut pas se balader partout, et Galland non plus. Bien. Alors, là, on commencé les arguments qu'on nous a opposés, dont le premier a été, j'ai vu Éric Nolot venir des trémolos dans la voix, Tous. venir dire mais c'est épouvantable, comment ça se fait, qu'est-ce que c'est que ce dos à dos, qu'est-ce que c'est que cette concomitance. Non, non, attendez. Au plan juridique, le dossier contre, je ne me rappelle plus son nom, le chef militaire du Hamas, et le procès contre Galland et Netanyahou sont deux affaires totalement distinctes au plan procédural, au plan de la façon dont les procès vont se dérouler. Le chef militaire du Hamas est poursuivi pour le 7 octobre, où effectivement les éléments fournis établissent qu'il y a eu des crimes de guerre. Alors, sur ordre, pas sur ordre, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ça, c'est le débat judiciaire qui va le faire, mais c'est bien pour ça. C'est bien pour ça qu'il est poursuivi. C'est pas, comment dire, parce que pour tout ce qui s'est passé depuis. Non, non, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et dès lors, en même temps, il y avait un effet de tactique politique. Dès lors que pour les exactions commises par Israël en Palestine, il fallait lancer la procédure avec le mandat d'arrêt, clairement, on a voulu équilibrer en lançant le mandat d'arrêt contre le chef du Hamas. On aurait pu le faire avant, on aurait pu le faire après. Donc, l'argument qu'on nous sert, attention, comment peut-on mettre sur le même plan le chef d'une organisation terroriste et le chef de la seule démocratie du Proche-Orient? C'est simplement, quasiment, sur le plan juridique, un contresens total, et on va dire, sur le plan de ce qui se passe, une obscénité. Je suis désolé, j'utilise ce terme. Parce que ce que disait l'autre jour Ronnie Broman, un journaliste qui était scandalisé, je ne sais plus sur quel média télévisé, la seule démocratie du Proche-Orient, et il lui répondait, mais attendez, moi je veux bien, c'est une démocratie, comme l'Afrique du Sud, c'est une démocratie. Il y avait des élections, hein, seuls les Blancs pouvaient participer, et puis
Ensuite, on se séparait, et puis les Noirs étaient parqués dans des, je ne sais plus comment ça s'appelait, à Soweto ou autre. Bien, c'est ce qui se passe dans le territoire contrôlé par l'État israélien. Je suis tout à fait désolé. La Cisjordanie, dont on réclame l'évacuation, dont l'ONU réclame l'évacuation immédiate, la Jérusalem qui a été annexée, ce qui permet à la police israélienne de venir sur le territoire français et de jeter à terre des gendarmes. Le on Golan a vu cette scène, bien sûr. Ouais. a été annexé. Venir dire que c'est une démocratie, alors même qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes arrêtées et détenues sans aucune raison judiciaire, que dans des camps d'internement, on torture à mort, comme récemment un chirurgien palestinien, ou bien avec des méthodes qui consistent à sodomiser à mort les détenus, et que ceux qui l'ont fait viennent le revendiquer sur la télévision. Moi, je veux bien que ce soit une formidable démocratie, mais ça n'est pas sérieux, cet argument. Israël fait ce qu'il pense devoir faire. Il aura des comptes à rendre peut-être, mais en tout cas, venir prétendre qu'il y a un déséquilibre parce que on mettrait un signe d'égalité entre une merveilleuse démocratie et un mouvement terroriste. Le mouvement terroriste, et le Hamas est effectivement un mouvement terroriste, qui considère que son combat contre Israël, qui est un combat de libération nationale, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça s'appelle, prend des formes terroristes. Le 7 octobre, ils ont lancé... Ah oui, c'est un acte terroriste, oui. Oui, oui, ben, non, mais c'est au plan, c'est pas... la définition juridique, elle est faible. Hein. Le terme terroriste est peu juridique et judiciarisé. Mais bon, on en parlera tout à l'heure sur l'apologie. Le fait de partir le 7 octobre pour arrêter des otages, pour prendre des otages, pour ensuite négocier avec ceux qu'Israël détient, c'est du terrorisme. Absolument. C'est du terrorisme. Hein. Ça, c'est tout à fait incontestable. Donc, autre chose, je parlais de ce soi-disant dos à dos. Il y a également les réactions dont on a entendu parler. Alors, on va mettre de côté les Meir Habib, les Aziza, mais non, mais là, oui, parce qu'on qui chaque jour se déconsidèrent un peu plus, si tant est qu'il y a encore de la marge. Mais c'est quand même extraordinaire d'entendre, par exemple, l'Allemagne, qui dit, compte tenu de notre passé génocidaire, merci, oui, on est au courant, eh bien, on ne va pas respecter nos engagements internationaux, on va violer le droit international, c'est génial. Comme on a été nazi et qu'on a fait l'Holocauste, qu'on a exterminé 6 millions de juifs, eh bien, on a le droit de violer le droit international. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre, ce raisonnement. Et puis surtout, ça aboutit à dire, comme on a été méchant dans le passé, on ne va pas contribuer à la répression de ceux qu'ils sont aujourd'hui. Ah, bravo. Ouais. C'est quand même... C'est particulier. Oui, mais est-ce qu'une autre position est possible pour l'Allemagne? Enfin, c'est étonnant, mais pour eux, c'est peut-être plus compréhensible que pour la Hongrie, par exemple. Mais la Hongrie, ça montre bien dans quel état est l'Europe. La Hongrie, c'est la ligne Orban. Orban, il a une position, d'abord, il est président c'est laquelle instance? Il n'est pas président de la commission, ça c'est notre von der Leyen, je ne sais pas exactement quel est le nom de l'instance qu'il préside pour 6 mois, mais il est trumpiste à fond. Or, Trump, il est sur une ligne qui est celle de l'EPAC, qui est celle de l'organisation pro-israélienne américaine, et il était extrêmement sioniste. Donc, Orban est également sur cette ligne, qui est articulée aussi avec ses positions sur l'immigration, qui sont relatives aux intérêts de son pays, bien sûr, mais il se place sur cette césure-là. Donc, oui, effectivement, on voit bien que
il a pris une position très directement politicienne, Alexis, c'est-à-dire qu'il s'est signalé, il a envoyé un message aux Américains. Les Américains, dont je rappelle qu'ils ont un texte qui leur permet d'intervenir militairement si des ressortissants américains sont envoyés à La Haye ou des ressortissants de pays alliés. Très bien. Hein. Donc, alors là, on a entendu Lindsey Graham, je veux dire, qui est quand même une caricature de monstre, quoi, qui est venu dire ouais, on vous enverra, puis on va vous mettre à genoux sur le plan économique, où il a dû demander des conseils à Bruno Le Maire pour ça. Donc, si vous arrêtez Netanyahou, les Anglais, les Britanniques, qui sont pourtant ultra bellicistes actuellement, ont dit non, on respectera la décision, donc on respectera le droit international. L'enjeu, il est bien celui-là. L'arrestation de Netanyahou ou de Galland, s'ils viennent sur le territoire, ils ne viendront pas. C'est le respect ou non du droit international. Donc, il y a des gens qui revendiquent de le violer. Monsieur Scholz, Monsieur Orban revendiquent de violer le droit international. Ce qui ne serait pas le cas des États-Unis, par exemple. Ils ne sont pas adhérents, qui ne serait pas le cas de la Russie. Ils ne sont pas adhérents de la Convention de Rome. Donc, alors, ça éclaire, et c'est mon dernier point sur ce sujet, ça éclaire quand même la façon dont fonctionne le droit international. La CPI, elle a été, je l'ai dit tout à l'heure, constituée pour défendre les intérêts de l'Occident. L'Occident, la globalisation, après la disparition de l'Union soviétique, c'était la forme moderne de la domination occidentale. Très bien. On a mis ça en place pour mettre un peu d'ordre et puis surtout pour faire pression. Hein. On notera bien que George Bush, qui est un criminel de guerre, Dick Cheney, qui est un criminel de guerre, n'ont jamais été poursuivis, jamais. Ne le seront jamais. Ne le seront jamais. Plus que criminels de guerre, d'ailleurs. Ils ont fait une guerre d'agression. Tony Blair. Hein. Ils devraient, bien évidemment, il aurait fallu qu'ils soient poursuivis, mais ils ne le seront jamais. Et ils n'auront jamais à payer leurs crimes. Parce que c'était pire qu'un crime de guerre ou qu'un crime contre l'humanité. C'est ce que, à Nuremberg, on a appelé les crimes contre la paix. Le crime contre la paix, c'est une guerre d'agression telle qu'elle a été menée, avec les conséquences que l'on connaît contre l'Irak. Donc, bien sûr. Il n'y avait rien du tout à part des fausses preuves. Hein. Il faut rappeler que cette guerre était montée de toutes pièces pour tuer Saddam Hussein et récupérer le pétrole. Alors, ça doit être ce que Eugénie Bastier, moi j'étais frappé, j'ai vu passer une vidéo là, c'est ça, oui, vous comprenez, on est capable de se critiquer nous-mêmes, donc c'est pour ça qu'on est une civilisation supérieure, textuelle. D'accord. D'accord, oui, oui, regardez, on sait très bien que George Bush est un criminel. Oui, mais le problème, c'est il va mourir dans son lit, hein, comme Rumsfeld. Et il a donné son nom à des bibliothèques, des universités, des fondations, aucun problème. etc. Et on a vu jouer au golf avec Obama, tout va bien, et Clinton. Bon, donc le problème de cette CPI, c'est que si elle n'avait pas émis ses mandats contre Netanyahou et Galland, elle signait son arrêt de mort. À mon avis, ça n'est que différé. Parce que elle a immédiatement réagi contre Vladimir Poutine, immédiatement, en montrant bien qu'elle était une instance directement politique. Et puis après, elle s'est retrouvée confrontée avec une effarante tragédie initiée par une bande de gangsters néofascistes. Je pèse mes mots en le disant. Donc, le problème, c'est que si elle ne le faisait pas, c'était terminé. C'était terminé. Si elle avait accepté tous les arguments qui étaient avancés et si elle avait considéré que lancer un mandat d'arrêt, c'était antisémite et renouveler l'affaire Dreyfus, ce sont les mots de Netanyahou lui-même qui n'a absolument aucune vergogne. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça. On pouvait plier, hein, on pouvait résilier le bail et puis licencier le personnel. Là, on a gagné un petit peu de temps. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Rien. C'est tout. C'est tout. C'est donc simplement, ça crée
rien au plan juridique et judiciaire, hein, Alexis, mais simplement, c'est un événement politique très important. Et moi, je me suis réjoui de cette décision, non pas par rapport à la portée qu'elle aurait, Mmh. par rapport au fait que je ne fais pas plus confiance à la CPI que je ne le faisais auparavant, mais pour assumer sa mission, mais je considère que c'est un événement qui, par rapport à ce qui est en train de se produire, va dans le bon sens pour essayer enfin de mettre un terme à ce massacre et de mettre un terme à ce que, vous le savez, je l'ai dit sur votre antenne, je considère juridiquement comme un génocide. Je considère que les conditions Ouais. des conventions de 1948 sont réunies et que cela mérite bien la qualification pardon, de génocide. Donc, ça va dans le bon sens. Et malheureusement, je ne sais pas comment ça va évoluer. J'ai plutôt le sentiment que deux choses. Je pense qu'Israël s'est révélé dans une vérité qui est terrible à cette occasion et que malheureusement l'attitude de l'Occident révèle aussi sa vérité à l'Occident. Mmh. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'intervenir, on n'est pas capable d'empêcher, on ne fait que soutenir, on ne fait que justifier, et en France, n'en parlons pas, tout le système justifie, je pense que on révèle ce que nous sommes, hélas, puisque moi j'appartiens à l'Occident, et je crains qu'on le paye très très cher, à commencer Mmh. par Israël. Ouais. Ça, c'était la première thématique que je voulais aborder avec vous, donc sur cette, voilà, cette avancée, au sein de la Cour pénale internationale et de cette, cette nouvelle avancée contre Benjamin Netanyahou. L'autre sujet, et il est lié d'une certaine façon, on va peut-être parler de l'apologie du terrorisme en France. Là, on voit que cette loi, qui a été une loi votée dans l'émotion, hein, qui était suite aux attentats pour pousser justement à limiter les discours de haine qui pourraient faire la promotion du terrorisme. Ça part toujours d'un bon sentiment, mais on se rend compte qu'au final, c'est peut-être dangereux et contre-productif. Et c'est la France insoumise qui dit ce serait temps peut-être de revenir à une certaine réalité parce qu'on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, l'utilisation, hein, de l'apologie du terrorisme à des fins politiques pour empêcher tout soutien à la cause palestinienne en quelque sorte, hein. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'état des lieux, la loi où elle en est et pourquoi la France insoumise décide de faire cette proposition? Alors, je commence par dire la France insoumise a raison. Je sais si je suis amené à les critiquer souvent, hein, mais je peux reconnaître lorsqu'ils mènent de bons combats. Euh, En 2012, on a élu François Hollande, formidable homme de gauche, dont Todd nous annonçait le hollandisme révolutionnaire, lequel a choisi ensuite comme Premier ministre Manuel Valls, qui est un aventurier politique sans Oui. principe, sans, comment dire, sans idéologie véritable, uniquement la défense de ses intérêts personnels et ensuite des causes qui sont en général celles de l'extrême Mmh. droite. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les attentats, cette terrible année 2015, euh, qui ont totalement traumatisé, et à juste titre, la France. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de profiter de l'occasion et fait d'aubaine pour monsieur Manuel Valls, pour qui les libertés n'ont strictement aucune espèce d'importance, les principes encore moins, Mmh. l'histoire de notre pays et la dimension républicaine de la France, ça n'a aucun intérêt pour lui. Il a décidé de commettre ce que je considère être une hérésie. Mmh. C'est-à-dire que la liberté d'expression qui est absolue dans notre pays et qui est garantie par la Déclaration des droits de l'homme de 89, la nôtre, celle à nous qu'on a, dans son article 11, dit qu'elle est absolue. Mais que si un intérêt général le nécessite, on peut la limiter. On peut la limiter, on peut la restreindre, et
à deux conditions. Ça, c'est tout ce qui se déduit de cet article 11. Deux conditions. Premièrement, le contrôle se fait a posteriori. Et ensuite, c'est un juge qui doit décider s'il y a eu transgression ou pas. C'est la loi Guesso, par exemple. Ce sont les injures, la diffamation, l'apologie des crimes de guerre, l'apologie des crimes contre l'humanité, tout un tas de choses. Et qu'ont fait les législateurs de la Troisième République, qui était remarquable, ils ont mis en place, en l'application de ces principes, ils ont mis en place une loi, qui est la loi de 1881, qu'on appelle improprement la loi sur la presse, c'est-à-dire qu'on considère que la répression pénale de l'abus de liberté d'expression doit être extrêmement précise, minutieuse, et doit permettre d'éviter l'arbitraire. Bien, donc délai de prescription, il y a tout un tas de choses, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais c'est quelque chose de précieux, la loi sur la presse, quelque chose de précieux et de fondamental. Fondamental pour qui s'intéresse à l'histoire de la France depuis 1789. Bien, donc cette loi comprend comment dire, les expressions racistes, l'antisémitisme exprimé, hein, parce que bon, l'opinion dans la tête, c'est les affaires de chacun, mais tout ça relève de cette loi. Et qu'a voulu M. Valls? Il a voulu sortir l'apologie du terrorisme, mais uniquement l'apologie du terrorisme, pour la mettre dans le droit pénal général, avec les règles qui consistent à réprimer le braquage, à réprimer le vol avec violence, oui, la prison, quoi. Ouais, on va dire des peines de prison, des peines lourdes. Voilà, et justement, hein, en prévoyant des peines extrêmement lourdes. Alors, ça, c'est sur le plan juridique, sur le plan des principes, c'est une hérésie détestable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a bien vu les conséquences, parce que l'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vise? On vise la communauté musulmane, c'est évident. Et vous allez voir qu'on vient d'en avoir totalement la preuve. Donc, c'est de la part de Manuel Valls, ce n'est pas une surprise. Mais il y en a eu d'autres qui sont venus là. Le 7 octobre, le lendemain, ou peut-être même le lendemain, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, a pondu une circulaire disant à tous les procureurs de France de poursuivre systématiquement les apologies du terrorisme. Le problème, c'est que on a eu plusieurs centaines de procédures, parce qu'on peut faire confiance au parquet pour se précipiter avec zèle sur ce sujet, et on a eu plusieurs centaines de procédures, plusieurs centaines de condamnations. Je vais juste prendre un exemple. C'est quelqu'un, un militant, 86 ans, je me demande si je n'en ai pas parlé chez vous déjà, mais je vais reprendre, hein, qui dit sur Facebook que l'irruption du Hamas avait remis au centre la question de la Palestine, avait remis au centre politique la question de la Palestine. Immédiatement poursuivi, immédiatement convoqué par le procureur qui lui a mis le marché en main. Soit vous acceptez une reconnaissance de culpabilité, soit je vous défère devant le tribunal, il faudra prendre un avocat, etc. Le malheureux qui avait sous la pression, qui n'avait aucune envie que ça prenne cette tournure-là, ben, il a accepté. C'est détestable. Vous imaginez le sentiment d'humiliation? Il a été militant syndical toute sa vie, c'est quelqu'un qui a eu toujours des engagements. Et voilà. Donc, il y en a eu des centaines. Et surtout, dès lors que LFI a pris ses positions de défense de la cause palestinienne, ils se sont retrouvés avec des poursuites, des procédures, Rima Hassan, Mathilde Panot, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Donc, le caractère bâillon de ces procédures est arrivé, mais de façon évidente. Alors, le problème, c'est que ces politiques, ils se battent, ils se défendent, mais imaginez-vous que les centaines de personnes qui ont eu parfois des mouvements d'humeur,
qui ont peut-être dit des conneries, c'est possible. Hein. Mais quand je vois, moi j'en ai vu passer des paquets parce qu'on me les a envoyés, j'en ai vu pas, mais c'était des remarques parfois de simple bon sens. Mmh. Apologie du terrorisme, apologie du terrorisme. Alors ça, voilà, c'est ce qui se passe après le 7 octobre. Mais Il y a une c'est prise de parti pour le narratif israélien, hein, et quiconque n'est pas dans le narratif israélien peut s'exprime, hein, peut se retrouver avec des ennuis. Vous savez, mmh. être confronté à la justice, moi ça fait 52 ans que je la pratique, hein, j'ai un peu l'habitude, mais pour le simple citoyen, pour l'honnête homme, c'est une épreuve à chaque fois. Mmh. On est en accusation, on a la machine en face de soi, etc. Bon. Donc, on a eu une magistrature au garde à vous devant M. Dupond-Moretti concernant cette répression de masse. C'était une répression de masse. Ouais, de la parole publique. En fait, le problème fondamental, c'est la liberté d'expression, le Mais recul des totalement. libertés, dont la liberté d'expression, par la criminalisation de simples mots, de la parole. Et là, on ne parle pas, bien sûr, de soutien effectif au terrorisme. Ah Hein. On oui. parle de prises de position qui sont assimilées à de l'apologie du terrorisme, alors que ça n'en est pas. Ça prend du temps de la justice, ça prend de l'argent aussi du contribuable. C'est un scandale, en fait. Mais c'est un scandale sans nom. Mmh. Et c'est pas fini. C'est un scandale sans nom parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit bien de bâillonner. Parce que Ouais. la seule parole autorisée, c'est celle qui soutient le narratif israélien. Ouais. L'armée la plus morale du monde. Parce que si vous ne soutenez pas ça, hein, vous êtes poursuivi. Bien. Je vais. Ensuite, on a la deuxième lame. Mmh. Et après, je vais parler de moi. Donc, oui, on a la deuxième lame. C'est que lorsque Israël s'est livré à des actes de terrorisme, j'attaque l'ambassade d'Iran en Syrie. Mmh. Je fais, il y en a plein d'autres, mais l'opération des pagers. L'opération des pagers, c'est une opération de longue main qui a abouti à l'explosion de milliers d'appareils qui ont peut-être tué ou blessé des combattants du Hezbollah, mais qui ont tué des civils, qui ont tué des enfants, qui ont rendu aveugles des centaines de personnes parce qu'on a envoyé un message, donc les gens voulaient le lire et ça leur explosait à la figure. Ouais. C'est un acte purement terroriste, défini comme tel par un accord international et une convention à laquelle Israël a adhéré. C'est une opération terroriste. Alors là, il a fallu entendre sur les réseaux l'explosion de joie, l'orgie Mais eux, attendez, parce que le gouvernement israélien se protège en disant que c'est du terrorisme. Non, parce que c'est ciblé sur des combattants. Et donc, c'est une guerre hybride et c'est un acte de guerre hybride. Non, alors, le crime de guerre, il est relatif au fait qu'on n'a pas pris les précautions pour Mmh. éviter les dommages collatéraux. Convention de Genève. Oui, là, il y Convention de a Genève. clairement pas de Donc, protection. mais là, en l'occurrence, bien sûr que c'est un acte terroriste. C'est un acte terroriste et tout le monde l'a reconnu. Et tout le monde considère que on peut. Si vous voulez, Georges Ibrahim Abdallah vient d'être Mmh. libéré après 40 ans de détention pour complicité dans l'assassinat de deux diplomates, un Américain et un Israélien, au moment où son pays, le Liban, avait été envahi par Israël. Bien. Mmh. Euh, Israël a commis des attentats sur notre territoire. Euh, le film de comment est-ce qu'il s'appelle, enfin qui s'appelle Munich, qui est très Mmh. intéressant d'ailleurs, très très intéressant, et décrit un de ces attentats, le représentant de l'OLP à Paris, qui est assassiné par une bombe. On n'a jamais arrêté les commanditaires, on ne leur a même jamais reproché. Le film de le nom m'échappe, la liste de Schindler, le Spielberg, qui avait fait Munich. Ouais. comment Steven Spielberg.
Spielberg, voilà, hein, reconnaît que c'est Israël. Il donne pas les noms des agents, mais c'est tout juste, quoi. Donc, moyennant quoi, chez nous, aucun problème. Georges Ibrahim Abdallah, dont il faut rappeler d'ailleurs à cette occasion que il a été condamné pour complicité après une procédure où son avocat a été convaincu de l'avoir trahi et d'avoir travaillé avec les services français. D'accord, bon, c'est pas mal. Bon, toujours est-il, c'est de l'histoire ancienne, j'espère qu'il va pouvoir retrouver la liberté. Mais le problème, c'est que comment dire, l'acte commis par Israël à cette occasion était par conséquent, je reviens au pager, était par conséquent un acte de terrorisme. Très bien, très bien. Il considère que il faut opérer de cette façon-là, etc. Je suis pas israélien, ça me choque qu'on s'attaque aux civils, mais bon. Le problème, c'est que chez nous, ça a été acclamé. Oui, oui. Comme Elisabeth Lévy, dans Causeur, a écrit « Ah, nous avons eu des nouvelles réjouissantes, parce deux petites filles, une de 8 et une de 7 ans, ont été tuées. On a vu les vidéos, comment dire, les caissières de supermarchés à qui ça pétait au nez, parce que c'était dans la poche d'un client, etc. Donc, bon, très bien. On peut considérer que c'est une façon de se battre, mais ça a été acclamé. Pensez-vous qu'il y a eu une seule procédure, une seule enquête, une seule demande d'explication? Je ne parle pas seulement pour Aziza ou Meir Habib. Meir Habib, il avait fait une photo où on voyait comment dire, un trône de toilette exploser, en disant « Ah, bravo !» C'était ignoble, parfaitement ignoble. Avec lui, on a l'habitude, mais... Ouais, non, mais c'était effectivement un côté assez malsain sur le double standard. Bah, il y a ça, il y a aussi, c'est pas de l'apologie du terrorisme, mais on se rappelle des propos d'Enrico Macias sur le plateau de CNews, qui disait, oui, ces gens-là, faut les dégommer, en parlant des leaders de la France insoumise. Et Pascal Praud qui le reprend, non, mais politiquement, il dit non, physiquement. Là, il n'y a pas eu non plus de suite judiciaire à ces déclarations qui sont là de l'appel au meurtre. Moi, je pense qu'on aurait dû lui secouer les puces. Je ne veux pas la mort du pêcheur. Non, mais Enrico Macias, c'est fini. Bon, ça vient derrière lui, très bien, parfait. C'est pas quelqu'un d'antipathique. Là, il est dans l'émotion. Ce sont ceux qui l'interrogent et qui sollicitent ce genre de réaction. Bon, alors, je vous ai dit que j'allais parler de moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je fais l'objet de plaintes. Enfin, enfin, il était temps. Pourquoi? Eh bien, il y a eu, il y a quoi, 2 mois peut-être, la mort de Sinwar, le chef du Hamas. Très bien. Et donc, l'armée israélienne a fait un film avec un drone, et on voyait, puis a diffusé des photos, elle a présenté ça comme un exploit. Je trouve elle n'avait pas à le faire, mais je trouve des excuses à l'armée israélienne qui se bat, qui fait la guerre. Et Sinwar est un chef de guerre. Était un chef de guerre. Et donc, photos diffusées, etc. Et à ce moment-là, que fait l'ambassade d'Israël en France? Ils font un montage. L'ambassade d'Israël, c'est quoi? C'est une agence de communication? Non. C'est une institution diplomatique qui est là pour faire de la diplomatie. Bien. Et ils mettent 2 photos. Une photo de Sinwar assis sur un fauteuil au milieu de ruines, et une photo de Sinwar mort, le corps déchiqueté, une photo parfaitement humiliante, on voit bien. Et il y avait marqué avant, après, et voilà, il se pensait invulnérable, regardez ce qu'on en a fait. Voilà ce que ça voulait dire. Honteux, parfaitement honteux. Ça provoque une certaine émotion sur les réseaux. Je mets un commentaire en disant, mais l'Occident n'a plus d'essence. Je n'appartiens plus à ce monde-là. Voilà ce que je mets. 2 plaintes. 2 plaintes pour apologie du terrorisme. Mais de qui? Enfin, il n'y a pas d'apologie du terrorisme là-dedans, en disant qu'il n'y a pas de décence à montrer un cadavre. Non, mais c'est pas ça seulement, Alexis. C'est un crime de guerre
d'exhiber un cadavre comme ça, c'est un crime de guerre. L'ambassade d'Israël commet un crime de guerre. Je suis pas fou. Je ne demande pas qu'on les poursuive. D'abord, ils ont l'immunité diplomatique, hein, mais c'est un crime de guerre. Bon, eh bien, le fait de l'avoir dénoncé, en disant, et de l'avoir dénoncé comment? En disant, mais c'est simplement, c'est indécent. Ouais. Et moi, je n'appartiens pas à ce monde-là, qui se comporte de cette façon-là. Bien. Eh bien, plainte, alors saisine du Conseil de l'ordre, pensez donc, etc. On va saisir le procureur. Donc c'est le Conseil de l'ordre qui porte plainte contre vous? Non. C'est des gens qui ont saisi le Conseil de l'ordre. D'accord. Hein, plus annonçant une plainte pénale. Alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que on a des gens qui alors bon, menacent, le chantage au procès est une infraction pénale, c'est-à-dire que les auteurs de ces procédures sont d'une certaine façon complices de crimes de guerre puisqu'ils revendiquent ce qu'a fait l'ambassade d'Israël, qui est elle-même un crime de guerre. Donc, c'est quoi l'objectif? Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que ça témoigne de l'instrumentalisation de la justice au service de la cause d'un pays étranger. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la démonstration a été faite, par la répression de masse de l'apologie du terrorisme après le 7 octobre. Le refus catégorique de poursuivre l'apologie du terrorisme israélien. Le fait d'essayer systématiquement de bâillonner en passant par les institutions. Alors moi, c'est le Conseil de l'ordre, c'est ça, le procureur, mais c'est destiné à quoi, ça? C'est destiné à quoi? C'est destiné à quelque chose de très simple, c'est-à-dire bâillonner, empêcher les gens pour servir la cause d'un pays étranger. Le narratif israélien, c'est sur le 7 octobre, il y a eu les 40 bébés décapités, tout ça, l'histoire va décortiquer ça. Je ne leur ferai pas de reproches. Ils ont été profondément traumatisés par le 7 octobre. Et je le comprends. Alors, on utilise les mots de pogrom, historiquement, ça ne me semble pas le bon mot, mais peu importe. Hein, tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils étaient en insécurité. Hein, je parle de la population israélienne. Je pense que le gouvernement, lui, il y a vu un effet d'aubaine pour essayer de se débarrasser des Palestiniens. Mais là, ok, mais ça, je peux comprendre, mais ce sont les problèmes d'un État étranger. Donc, qu'on instrumentalise les institutions françaises, et en particulier les institutions judiciaires, au profit de cet État, ça me semble totalement inacceptable. Alors, j'ajoute, parce qu'on parlait de la démarche d'LFI. La démarche d'LFI est politiquement doublement justifiée. La première, remettons, ils n'ont pas demandé l'abrogation, ils disent qu'il faut remettre le délit d'apologie du terrorisme aux côtés du délit d'apologie des crimes de guerre, d'apologie des crimes contre l'humanité qui existent dans la loi, et il faut les remettre là, c'est leur place. C'est la place en fonction des principes fondamentaux qui gouvernent la République française. C'est tout. Deuxièmement, il faut se débarrasser de ce texte qui est un outil de pression et un outil d'atteinte à la liberté d'expression. Parce que le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi des petites manigances de M. Valls? C'est que vous ne pouvez, avec toute cette séquence, la répression de masse, le refus de réprimer de l'autre côté et les procédures bâillons. Je pense aussi aux politiques qui se sont retrouvés dans cette situation. C'est que non seulement on vous empêche de dire, mais on vous force à dire. C'est-à-dire que si vous avez un discours sur le 7 octobre, par exemple, ou en ce qui me concerne, sur ce qui se passe au Moyen-Orient, qui n'est pas celui des intérêts d'Israël, vous êtes poursuivi. Pas nécessairement. En France, on parle de la France, de la justice française. Oui, non, parce que c'est important. Alors,
ça, Alexis, je suis un peu solennel là-dessus, mais Mmh. ça s'appelle le fascisme. C'est ce que Barthes disait. Le fascisme, c'est pas seulement d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un autre discours. On l'a, le discours. Je le tiens. Hein, je dis ce que j'ai Oui, envie mais de dire. vous avez une Hein, plainte, mais contre vous, voilà, ouais. quand j'ai vu arriver les procédures me concernant, je me suis dit, mais c'est ça qui est en cause. C'est pour ça que je ne Mmh. vais pas lâcher. Hein. Mais euh, c'est voilà, c'est le fascisme déjà là. C'est une histoire extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle il faut soutenir Mmh. la proposition d'LFI et surtout de ne pas tomber comme Carole Delga ou de gens qui se disent de gauche dans le LFI bashing à cette occasion. Là, Oui, qui a ce été qu'on veut bien défendre, ce partagé, sont ouais. des Mmh. principes. Des principes, ben, on va parler d'un autre principe qui est le détournement d'argent public, avec le procès des assistants, du RN, anciennement FN, au Parlement européen. Plusieurs années où, le parti politique a utilisé l'argent du parlement pour, financer des activités politiques et qui se retrouve devant les juges, comme l'a été d'ailleurs le MoDem de François Bayrou, il y a de ça quelques mois, pour exactement les mêmes faits. Sauf que là, visiblement, Marine Le Pen, et les membres du RN risquent bien plus cher que François Bayrou, qui risquait déjà moins et qui a été, heu, bah, pas blanchi, non, qui a été simplement, épargné, par la justice. Est-ce que, comme on a pu le voir sur les différents plateaux, de télé et de radio, la ligne de défense du RN est claire, c'est un procès politique. Est-ce que c'est un procès politique? Oui, mais pas comment dire, au sens où peut-être vous l'entendez. Euh, Mmh. 2 secondes sur Bérou, je crois que le parquet a fait appel. Il me Ah, semble bien. donc il y a un appel en Mais ça cours la alors? foutait mal quand même. Ça la Ouais. foutait mal. C'est-à-dire que le copain du président. Hein, alors que sur le système modem, ça faisait depuis presque 9 ans que Pareil, c'est Corinne assez Lepage long, hein? l'avait Mmh. écrit dans un bouquin. Ça a été très long et tout. Donc, bon. Mmh. Et puis au final, on n'a pas eu peur du ridicule. Ah non, mais lui, il est gentil. Hein. Donc, on va condamner les autres. Ils sont plus élus, ils s'en foutent, ils sont en retraite et tout. Eux, on va leur mettre des trucs de sursis, on va les déclarer inéligibles alors qu'ils n'ont plus Oui, bon. aucune ambition politique. Bon, très bien. Mais Béraud, on ne touche pas. Mmh. Comme ça, il peut rester haut commissaire au plan, ou je ne sais plus à quoi exactement. C'est un statut de ministre. Hein. C'est ça C'est-à-dire que. et son nom circule, hein, pour remplacer Laurent Fabius, à la tête de du Conseil constitutionnel donc Mais voilà. quelle Mmh horreur. et ouais, j'en parlais Mais tout à quelle l'heure. horreur. Bon, alors, est-ce un procès politique? Oui, c'est un procès OK. politique, mais qui dépasse, et de loin, dans un premier temps, le Mmh. problème du RN. Mmh mh. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'attachés parlementaires et de soi-disant emplois fictifs? C'est que depuis la loi de 90 sur le financement public de la vie politique, au Mmh. fur et à mesure des capitulations de la classe politique, les magistrats ont fini par investir un champ qui leur était auparavant interdit, qui est le champ de la liberté politique. Mmh. C'est-à-dire que la loi de 90 leur a donné le moyen de contrôler les recettes, c'est-à-dire que vous êtes payé par l'État en fonction de vos résultats électoraux. Vous avez des particuliers qui peuvent vous donner de l'argent, mais les autres institutions, c'est interdit. Ça, c'est le premier Mmh. point. Le deuxième point, c'est que dans les campagnes électorales, vous ne pouvez pas dépasser des seuils. Très bien. Donc, des seuils de dépenses. Tout ça faisait que, et c'était logique, le système de 90, je suis assez favorable à ce système au financement public, parce que la démocratie a un prix, elle a un coût aussi. Bon. Mmh. Donc, tout ça fait qu'au fur et à mesure, les magistrats ont avancé, ont pris des voies jurisprudentielles qui fait qu'aujourd'hui, ils viennent directement sur le terrain de la liberté politique, c'est-à-dire qu'ils s'arrogent le pouvoir de contrôler ce que le politique élu fait, comment il organise Ouais. son travail. Et Alors, quand je dis il n'y a pas que le RN, c'est exactement ce qui est arrivé à Fillon.
70% du Parlement français, voyez les postes d'attachés parlementaires occupés par des membres de la famille. Hein. Il n'y a pas que Pénélope Fillon. C'était tout le monde, hein, c'est ça. On C'était était tout le quand même monde. sur un C'était tout le monde. système. Et Ouais. donc, le problème, c'est que lorsque vous êtes élu, j'ai tout vu dans le passé, hein, les différents expédients qui existaient, etc. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Lorsque vous êtes élu, vous arrivez au Parlement français par exemple, on vous dit, voilà, vous êtes payé ceci, vous avez cela, hein, vous avez tel moyen, vous pouvez appartenir à un groupe, ce qui donne des prérogatives de travail plus importantes, et puis vous avez droit à un certain nombre d'emplois de cabinet, qui sont des emplois discrétionnaires, c'est-à-dire que vous les intégrez comme vous voulez. D'ailleurs, vous mettez fin également de façon souveraine à leurs fonctions. Donc, c'est pour que vous puissiez faire votre travail d'élu, votre travail politique. Avec ce qui s'est passé autour de l'affaire Fillon, ça avait commencé avant, et avec ce qui s'est passé au travers de l'affaire des attachés parlementaires européens, pour le MoDem et pour le RN, les magistrats ont considéré que, couverts par la Cour de cassation, ont considéré que pour justifier votre choix et la façon dont vos assistants travaillent, il faut que vous puissiez rattacher leurs activités au mandat que vous exercez, qui à l'Assemblée nationale, qui au Parlement européen. Posé comme ça peut paraître très, très intéressant. Le problème, c'est que si on considère, comme les magistrats, que si le boulot n'est pas rattachable, d'après qui? D'après eux. D'après eux. Si le magistrat dit, attendez, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça, moi, juge, pouvoir séparé. Séparation des pouvoirs. Moi, juge, je peux décider si c'est bien pour le mandat que vous exercez ou si c'est pas bien. Si c'est utile ou si c'est pas utile. Il y a un énorme problème. Et quand même, oui. Parce que comment se fait l'appréciation? C'est ça la question. Alors, on sait qu'il y a du travail fictif, hein, le fait qu'on est payé mais qu'on ne va pas au Parlement européen, dans des mails. Il y a des échanges de mails quand même, où vous avez quelqu'un comme Julien Audoul qui dit « Ah, j'ai… » Le principe, c'est celui de la liberté. D'accord. Politique. Avant la loi de 90, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de statut pour les partis. Non. C'est la liberté politique. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Parlement européen? Ils ont fait des audits et ils ont dit, mais attendez, ils n'ont pas travaillé pour votre mandat de parlementaire européen. Ils ont travaillé pour le parti politique. C'est essentiellement ça, la critique. Ils ont travaillé pour le parti politique. Est-ce qu'un parlementaire qui prend comme attaché parlementaire quelqu'un qui va être son chauffeur, quelqu'un qui va être éventuellement son garde du corps parce qu'il est exposé, est-ce que c'est un emploi fictif, comme on dit? Le concept juridique n'existe pas. Non, ce sont des moyens qui sont mis à votre disposition pour que vous puissiez exercer votre mandat. Donc, moi, juge, là, je me mets dans la peau du juge, je dis, mais attendez, là, c'est le Parlement européen qui m'a sollicité, mais en ce qui concerne Fillon, c'est le canard enchaîné qui m'a passé le dossier, hein, et l'objectif étant de faire élire Macron. Donc, je vais considérer que le boulot qu'ils ont fait n'était pas rattachable ou n'était pas suffisant pour que vous puissiez exercer votre mandat. Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Il y a quelque chose qui le démolit, ce raisonnement. Je pose la question, est-ce que les parlementaires RN élus au Parlement européen étaient les employés du Parlement européen? Est-ce que le Parlement européen est l'employeur des parlementaires? Non. Non. Vous avez un mandat, votre seul employeur, c'est les gens qui ont voté pour vous. Je suis désolé. Alors, et donc, vous faites ce que vous voulez avec l'argent des Vous faites ce que vous voulez, vous vous organisez. Si vous montez un réseau de trafic de drogue, vous allez avoir des ennuis, autre chose, mais non pas pour emploi fictif, mon cher. Hein, vous allez avoir des trafic de drogue.
pour trafic de drogue. Si Et vous montez détournement d'argent public, un quand réseau même. de prostitution Ouais, grâce à ça, ouais, vous allez ouais, avoir des ennuis. Mais ouais. si vous décidez de payer un nègre pour écrire un livre, dans lequel vous direz, regardez ce que j'ai fait dans mon mandat, on a emmerdé Fillon avec ça. Oui, le problème. Oui, le problème, c'est que comme ça, je serai réélu. Mes électeurs vont lire mon bouquin, ça m'oblige à formaliser, ça fait parler de moi pour que je sois élu. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut des employés. C'est ça la question. On veut des employés. Le Parlement européen veut avoir des employés. Il suffit de voir comment sont les votes, quoi. Vous avez Ouais. quasiment une pointeuse, hein. Vous avez une Oui, c'est pointeuse ça, c'est là-bas, hein. ça. Il Si faut vous être venez, vous venez là, pas et montrer que tout. vous êtes là. Ouais, Et donc, l'histoire du RN, excusez-moi, je cherche mes mots, le procès du RN, le principe, c'est bien celui-là. Le problème, c'est que c'est trop tard pour le poser de cette façon-là. Marine Le Pen a bien commencé au début, mais c'est trop tard. Il faut refuser de venir dire il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. En plus, c'est une question de confidentialité. Oui, mais il a envoyé ouais. des emails, oui, mais ceci, mais attendez. Je veux dire, si je considère qu'il sera mieux à Paris pour que faire telle et telle chose, voir les journalistes, travailler, me faire des recherches spécifiques, etc. Si je pense qu'il est mieux à Paris qu'à Bruxelles ou à Strasbourg, mais c'est mon problème. Ouais. Et si je travaille mal, ce sera quoi ma sanction? Ben, je serai battu à la prochaine. Donc, en L'employeur, fait, c'est bien pour... l'électeur, c'est pas le ouais, Parlement. ouais. Et donc, ça, c'est la ligne de défense du RN, de dire ça. Est-ce que Marine Le Pen risque d'être inéligible quand même? Alors, j'allais y venir, c'est-à-dire qu'elle a commencé sur cette ligne-là, mais ils ont, comment dire, ils ont tracé une limite entre ce qu'on pouvait considérer comme relevant de la liberté politique et puis ce qui était. Alors, on a monté des bidouillages. Il y en a qui ont été convaincus d'avoir fait des faux rapports ou je ne sais quoi. Je n'ai pas suivi cet aspect-là dans le détail, alors que ce qu'il fallait, c'était le principe de dire non. Je ne vais pas vous tracer une limite en vous demandant de piocher à droite, à gauche. Non, 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 non. Je dis non. Je fais ce que je veux. Alors ça, c'était pas gérable au plan politique. C'était une ligne difficile. Il aurait fallu l'utiliser beaucoup plus tôt. Après Ouais. le 7 juillet, où 66% des Français ont dit au RN, on veut pas de vous, parce que c'est ce qui s'est passé, c'était Ouais. difficile. Alors, est-ce qu'elle risque l'inéligibilité? Je vois difficilement, c'est pas un pari, Alexis, hein, je vois difficilement comment elle va y échapper, pour deux raisons. Ah ouais. Oui, Ok. pour deux raisons. C'est que l'affaire, dès lors qu'on rentre dans la logique de la jurisprudence, la logique du raisonnement des magistrats, cette affaire peut difficilement déboucher sur autre chose. Quand vous lisez les cours de morale des affaires politico-financières, où les magistrats donnent des leçons, ah, vous avez trahi la République, alors qu'on vous faisait confiance, ce genre de choses, ils raffolent de ça, ils ont une approche, ils ont une jurisprudence, et je vais dire un mot de Renaud Van Ruymbeck, aujourd'hui disparu, qui était un grand magistrat, mais qui était capable de ces débordements. Et la deuxième raison, c'est que la tentation est trop grande. La tentation est trop grande sociologiquement, politiquement, idéologiquement. Le corps des magistrats, dans son ensemble, déteste le Rassemblement national. Ouais. C'est tentant. Et surtout qu'ils vont être, je veux dire, appuyés par cette tendance de la classe politique française qui est d'adorer faire de la politique par juge interposé. Il y en a un qui a compris, mais parce qu'il est le prochain sur la liste, c'est Mélenchon,
qui a dit: «Oh, faut faire attention» après les réquisitions. Oui, c'est ça, il sait très bien Hein? que voilà, Coucou, c'est une arme politique, donc coucou voilà. Shigeru, coucou, hein? Donc il sait très bien Ouais, ce qui va lui arriver c'est derrière. dingue. Bon, Mais comment on donc en est arrivé là? Enfin, je veux dire, c'est, mais heu, sinon tous les autres sont ravis. Sont oui, oui, ravis. bien Donc sûr, parce que ce sera c'est un système. acclamé par, Libération, Télérama, Oui, Mediapart. oui. Bravo, Mais comme, bravo, la hein. censure de Et RT puis avait été acclamée par naturellement, la presse. sur Ouais. Alex sed lex, vous diront, les Mmh, uns et les mmh. autres. Même Bruno Le Maire va se Ouais, fendre, dire: «Faut savoir respecter la loi». Lui, dont l'assistante parlementaire principale était, sa femme qui était artiste peintre. Donc ah ouais. bon, mais lui, il a jamais eu un souci. C'est bizarre ça, c'est quand même curieux. Donc la C'est tentation ouais. politique va être très forte. On Je parlait vais aussi je vais terminer par, des millions de Macron, hein, dans la banque d'affaires, qui ont disparu et où il y a pas du tout d'enquête, il y a rien du tout. C'est ah pareil, oui, c'est non, non, et pour le reste de la protection ouais, ouais. c'est évident, le nombre d'affaires. Sur Renaud Van Ruymbeck, Mmh. qui est un magistrat qui a, je veux dire, laissé une trace de qualité, qui était un homme tout à fait respectable, mais qui avait des tentations quand même, hein, bon, de temps en temps, et qui était capable de franchir la limite politique. Bien. Il y a une loi en France qui dit que on peut saisir les biens des truands. C'est-à-dire Mmh. que c'est la fameuse loi sur les biens mal acquis. Si on peut établir, avant même que les personnes poursuivies pour braquage, trafic de drogue ou des infractions graves, hein, de grand banditisme, si on peut démontrer que leurs avoirs, leurs actifs ont finalement été acquis avec l'argent du crime, on peut les saisir. D'accord. Bon. Et Très donc, bien. la dotation du Rassemblement national, la dotation publique sur la base de ses résultats électoraux, avait été saisie dans le cadre de la procédure Ouais. de, des attachés parlementaires européens parce que, en fait, ils avaient utilisé à des fins directement politiques, ils avaient financé des permanents politiques, ça leur avait permis de gagner des voix, que le fait de gagner des voix leur avait rapporté de l'argent avec la dotation, donc c'était un bien mal acquis, hein, et on avait bloqué les fonds. C'était pas joli ça? C'est dingue. Mais comment on en arrive là, avec des magistrats qui jouent ce jeu politique alors qu'ils passent leur temps à dire que la justice est indépendante et patati et patata? Et on a vu une accélération de ça, je pense, avec François Hollande et la création du parquet national financier, en quelque sorte. C'est quand même inquiétant de voir que la vie politique est soumise, à ce jeu politique de la justice. C'est pas un jeu politique, Alexis, c'est pas un jeu politique, c'est une situation dramatique. Mmh. Dramatique parce que la justice est indépendante. Oui, elle est indépendante. Bah, oui, Mais le problème, c'est qu'elle doit être indépendante pour pouvoir être impartiale. Or, la justice française est totalement partiale. et c'est bien le Elle a problème. mis le pouvoir politique sur la défensive. C'est elle qui tient le manche. C'est elle qui a le pouvoir de violence légitime. Et par conséquent, elle le fait non pas à partir du cadre de la loi dans lequel elle devrait se mouvoir, non pas à partir d'une exigence d'impartialité, elle le fait à partir de sa propre subjectivité, de sa propre idéologie, de sa propre vision des choses politiques par rapport à l'idée qu'elle se fait de ce que doit être la République sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan idéologique, et par conséquent, elle est devenue un pouvoir politique. Et quand je dis que c'est dramatique, c'est parce que on le voit, et c'est ce que je me prétends depuis quelques années, et c'est sur cette base que j'ai écrit mon bouquin, Mmh. c'est que elle a, comment dire, pas des liens, non, non, mais elle considère que le système actuel, cette espèce d'oligarchie, est le bon système. C'est peut-être très présomptueux de dire ça, parce qu'on va me dire, ah Ouais. oui, mais regardez, pas du tout, le syndicat de la magistrature, ben oui, ils sont libéraux libertaires, bien sûr. Ah oui, mais regardez, l'Union syndicale des magistrats, ben oui, c'est C'est toujours été le comment dire, un syndicat proche du Parti socialiste. Euh, non, ils ont
Et si vous voulez, la nature ayant horreur du vide, si on vous propose du pouvoir, vous allez le prendre. Et on les a laissés le prendre, ce pouvoir. Et quand je dis qu'ils ont une connivence avec le système d'aujourd'hui, il suffit de voir ce qui s'est produit. 2017, ils lancent un raid fulgurant et dévastateur contre Fillon. Pour, moi c'est ce que je prétends, permettre l'élection d'Emmanuel Macron. Ah oui, sans ça, Macron n'avait aucune chance, c'est sûr. Mais bien sûr, mais c'était réglé cette affaire. Alors ils vont venir, pas du tout. C'est inexplicable autrement que cette rapidité de procédure. Ok, 47 jours, j'ai jamais vu ça. Personne n'a jamais vu ça en France. Pourquoi Et alors, il y avait Laurent Geoffrin qui a dit oui, mais vous comprenez, heureusement qu'ils ont fait ça parce que sinon, on aurait eu un président de la République qui aurait été François Fillon. J'aurais jamais voté pour lui, François Fillon. Et puis, dans ce cas-là, c'était terrible parce que il avait employé sa femme ou je sais pas quoi. Bon, c'est ça, oui. Donc, c'était l'aveu. Ce sont les magistrats qui choisissent qui sera président de la République. Pour moi, c'est terrible. C'était de ce niveau-là. Je me répète, il n'y a pas d'autre explication à la fulgurance et au caractère dévastateur de cette procédure que cette volonté d'abattre le favori. Ça ne pouvait être qu'au profit d'Emmanuel Macron. Mais surtout, quand ensuite, on a vu qu'il y avait l'autre partie, c'est un triptyque, une autre partie qui est « je protège ». Ce que vous avez dit tout à l'heure, Alexis, concernant le fait qu'il y ait plein d'affaires qui ne soient jamais poursuivies, Alstom, McKinsey, le fonds Marianne, je ne sais plus, c'est une beaucoup trop, beaucoup trop. Ça ne bouge pas. Donc il y a cette protection. Ensuite, les adversaires, on les matraque, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, comme par hasard. Et enfin, il y a la répression des mouvements sociaux. C'est-à-dire que ce qui est arrivé aux Gilets jaunes, mais c'est terrible. Moi, je me rappelle, je veux dire très précisément, des centaines de condamnations à de la peine de prison ferme. Il y a eu la répression policière, mais le plus grave dans cette affaire, ce qu'avaient noté les organismes internationaux, je me rappelle d'un rapport d'Amnesty International, disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la répression judiciaire qui a été la plus violente et qui a fait taire les mouvements sociaux. Alors ça a continué avec les mouvements sociaux contre la réforme des retraites, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et l'histoire de l'apologie du terrorisme, c'était une décision politique qu'a pris Emmanuel Macron. Sa soumission aux États-Unis implique sa soumission à l'État d'Israël. Alors on ne va peut-être pas dire soumission à l'État d'Israël, mais en tout cas soutien. Son tropisme, on va dire. Soutien inconditionnel. Inconditionnel, voilà. Donc, eh bien, une répression de masse, immédiatement, coup de sifflet bref, ils sont partis. Plus de 600 procédures. Donc, ce n'est pas une répression de masse, qu'est-ce que c'est dans les jours qui ont suivi. En utilisant la justice. On a vu les comparutions immédiates aussi quand il y a eu les émeutes de juin, baptisées émeutes, mais là encore, on pouvait se demander de la teneur de ça. On voit ce qui se passe aussi, et il faut saluer le mouvement indépendantiste kanak, avec le fait d'utiliser le droit pour emprisonner en métropole les leaders du mouvement. Donc là, c'est une double punition. Donc il y a systématiquement l'emploi de la justice de cette façon-là. Pour la répression du mouvement. Moi, ce que je considère comme étant la réalité qu'on vit, c'est qu'on a un système oligarchique et plutocratique. C'est merveilleux. Tous les oligarques sont propriétaires de la presse. Ils viennent de racheter une école de journalisme. Alors, ils sont propriétaires, mais ça marche pas très bien, puisque là, c'est Sud-Ouest qui va devoir faire des économies. Systématiquement, ces journaux qui sont financés par des milliards de milliardaires, ça marche pas. Les gens les lisent pas. J'ai l'impression que c'est quand même toujours le même problème. Oui, mais Alexis, ils vont continuer à être subventionnés. Personne ne lit. C'est bien le problème, c'est que nous payons pour ça. Personne ne lit Libération. C'est la Provence, pardon. C'est pas Sud-Ouest, c'est la Provence. Donc c'est Xavier Niel, propriétaire de la Provence, qui est en grande difficulté financière. Voilà. C'est que le problème ici, qu'ils sont
tous tellement déconsidérés que c'en est extraordinaire. Mais bon, le problème, c'est que Soutenez la c'est presse toute indépendante. la bataille, hein, c'est toute la bataille qui Bien vient de sûr. se dérouler aux États-Unis entre les réseaux, l'infosphère et les médias classiques qui sont tous entre les mains des oligarques. Bien sûr. Y compris qui finissent par s'acheter des écoles de journalisme. Non, Donc, mais alors là, c'était le dernier. ce système-là, ils se sont offerts un président de la République. Hein, on est allé chercher un gars parfaitement inconnu. C'est la haute fonction sur publique mesure, hein, qu'il a sur choisi. mesure. Hein, et puis, on l'a présenté à l'oligarchie qui a dit banco, on prend celui-là. Hein, on l'a organisé son arrivée au pouvoir. C'est fantastique quand même. C'est fantastique. Dès qu'il y a un oligarque, alors éventuellement étranger, patron de BlackRock, Flynn qui vient et tout, hop, ou Zuckerberg et tout, il est reçu à l'Élysée, Macron étant à plat ventre. Donc, ils ont un employé à l'Élysée et ils bénéficient d'un pouvoir politique spécifique qui est celui de la justice française au service de ce système. C'est fantastique. C'est fantastique. Et c'est très grave. Parce que quand on parle, c'est l'anomie du peuple français actuel, quand on voit, on a un président à 17%, il continue à parader, à aller insulter les pays étrangers en balade, il va faire des papouilles à Lula au Brésil, il est ridicule tout le temps. Enfin, je veux dire, on n'a aucune espèce de considération internationale. On a un Premier ministre qui est d'un parti qui fait 6% des voix aux dernières législatives. Enfin, c'est ça qui est terrible. Une situation catastrophique. Hein, et les Français ne bougent pas tellement. Hein, Ben et non. quand M. Retailleau... La question, c'est encore une fois bouger, mais on voit bien qu'il y a la volonté d'empêcher les mouvements par la force, par la répression. Il y a ensuite un parti unique qui tient les choses. Hein. Vous avez des déclarations actuelles qui disent il faudrait surtout pas renverser Barnier parce que ce serait une crise grave, alors qu'on est dans une crise grave du fait de Attal, Borne, Macron et tous les autres, et Bruno Le Maire. Et en gros, ce serait jamais de leur faute, il faudrait jamais les virer. À un moment, ça va pas tenir. Alors ça, je sais pas, moi, avec des amis, ce type de discussion, Alexis, je l'ai souvent, mais je dis attention, il y a une forme de passivité, et cette forme de passivité se nourrit de pas mal de facteurs, mais un des facteurs, c'est, à mon avis, l'appréhension. L'appréhension, parce que regardez ce qui s'est passé avec les agriculteurs. Ils sortent les tracteurs et tout, on se dit, bon, qu'a dit Retailleau? Premier qui bouge, je lui envoie mes flics, on saisit le matériel, hein, et puis derrière, tout le monde sait très bien que les magistrats attendent. Et que le premier paysan qui aura versé du lisier dans le bureau du préfet, il y aura droit. Ouais. C'est-à-dire qu'on limite le mouvement, évidemment, systématiquement. Alors, moi, j'ai fait Alliance Populaire. Hein, j'espère que vous nous rejoindrez, Régis, pour les questions de justice. L'idée, c'est de dire, on fait ça, on va se mettre ensemble et dire, il faut aussi utiliser les urnes, tous les mouvements possibles pour reprendre le pouvoir, parce qu'effectivement, la rue, on sait que la répression, elle est organisée par la justice, par la police, et donc il faut utiliser la voie politique. Hein, et j'espère que vous nous rejoindrez nombreux pour ce nouveau mouvement que j'espère florissant, hein, pour la reprise de pouvoir citoyenne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Maître Régis de Castelnau. Qui vous remercie de m'inviter. Un petit mot pour dire que vous avez rejoint Blue Sky, vous aussi, et je sais qu'on en parlait hier de votre tristesse de voir que peu de gens savent que vous êtes sur Blue Sky, ce nouveau réseau de la bienveillance, hein, où on peut parler gentiment des crimes de guerre. Je vous invite à suivre le compte de Régis de Castelnau sur Blue Sky, tout comme mon compte également. On est sur tous les réseaux, X bien sûr, YouTube, c'est là où vous nous regardez, Facebook, etc., Instagram, que sais-je encore, Telegram. N'hésitez pas à suivre Régis. Juste une petite remarque, Alexis. Je vais donc sur Blue Sky. Ça s'impose, hein, pour être avec Julien Pain, Mendes France, etc. Donc, Sophia Aram. J'attends beaucoup. Et première personne qui tombe sur Blue Sky, c'est sur Alexis Poulain, avec déjà 1000 abonnés hier ou avant-hier.
hein. Je suis En un jour, ordinaire. oui, j'ai fait 1000 C'est abonnés en honteux. 24 heures. C'est honteux. C'est honteux. C'est absolument honteux. Mais il faut y aller parce que c'est vrai que là-bas, Julien Pain a 10 000 abonnés, par exemple. Et donc, on se dit, faut rétablir l'équilibre pour qu'il y ait un débat là aussi d'idées. Dans, encore une fois, je le dis, la bienveillance, puisque je débarque là-bas et j'ai déjà des tas d'insultes en disant ah non, pas toi ici, casse-toi, Moi sale troll aussi, poutinien, etc. Donc, moi je me prends aussi. que des insultes. C'est-à-dire que C'est génial. le réseau apaisé, C'est mes pas premiers du messages, tout. c'est une bordée d'injures. Non, non, on veut pas de vous ici. Et les listes, je ne sais pas si vous avez vu ça, les listes de gens à bloquer. Alors, il y a plein de gens de listes qui sortent en disant, alors ça, c'est des fachos, ça, c'est des trolls poutinistes, ça, c'est des machins. Et donc, il y a des listes entières. Alors ça, c'est génial. Et on se dit, waouh, ça respire le bonheur et la joie de vivre. Donc, c'est vrai que X, c'est le bordel et qu'il y a quand même des comptes problématiques. Mais au moins, moi, je préfère un joyeux bordel à Et tiens, je vais, ouais. allez, et puis après, on va s'arrêter parce que Oui. je pourrais être interminable. Ah bah. Sur X, j'ai entendu, ah, mais c'est des problèmes de Dites. nom. L'écolo à veste verte, Marine Tondelier qui voulait supprimer Marine X. Tondelier, Oui, pas absolument. Toussaint, Ouais. qui dit voilà, Mmh. soit on régule, soit on interdit. Ça, c'était On incroyable, peut, on incroyable. peut. Mais c'était la disponibilité de sévère au fascisme, comme en Allemagne avec Baerbock. Ouais. Mais elle dit voilà, c'est dur, c'est quand on arrive sur Twitter, ça peut être violent. Je partage parce que Oui, ça l'est, ça l'est, effectivement, ça l'est. Ouais. majoritairement, je suis minoritaire, quoi. Mmh. Hein, Mmh. et ouf, mais personne ne vous oblige. Non, Personne c'est ne vous ça. oblige. Mais comme Oui, c'est sur hard, Blue c'est Sky. hard. Ça, c'est Après, du combat. c'est-à-dire de dire on va se faire un réseau privé et vous êtes interdit de réseau, c'est une drôle de conception du réseau social en réalité. Oui, mais à mon avis, c'est une défaite. C'est le signe de la défaite. Oui, un peu. Mmh. Parce Mais que, peu. on peut ne pas aimer Musk, j'ai pas Mmh. de sympathie particulière pour l'oiseau, mais effectivement, quand il dit: «Maintenant les médias, c'est vous», c'est vrai. Le problème, Ah c'est oui. que c'est sportif, hein. Ah oui, non, c'est très sportif, notamment pour des politiques ou des médias qui sont habitués à raconter n'importe quoi et qui là se font fact-checker en direct par la communauté, hein. C'est ces notes de la communauté qui ont posé pas mal de problèmes et qui continuent d'en poser. Eh mais j'ai remarqué quand on arrive sur X, on voit passer des messages, le truc est mis à jour par l'algorithme et Mmh. là, 20 messages, il y en a, 19 auxquels on a envie de répondre. Non, surtout pas. Va dire ce que tu as à dire, t'embarrasse pas de ça, ça Non, sert à rien. n'a rien. Si ce n'est à aider Elon Musk à avoir sa caisse de résonance et envoyer ses fusées un peu partout. Merci beaucoup, Régis de Salut à tous. Castelnau. À bientôt, d'avoir été notre invité pour parler de ces sujets ô combien importants de justice, puisque la justice, eh bien, qu'elle soit nationale ou internationale, elle pose effectivement certaines questions. J'espère qu'on y a répondu ce matin, que vous avez été très nombreux, plus de 10 200 en direct à nous suivre. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, hein, si vous pouvez le faire. C'est 1 € par mois sur YouTube, patreon.com, bien sûr, /Le Monde Moderne. Allez suivre le compte de Régis de Castelnau également sur X. Je vous rappelle que vous pouvez commander vos bracelets. C'est gratuit. Il suffit d'envoyer une enveloppe timbrée à vos noms et adresses à l'adresse postale du Monde Moderne pour avoir cet objet qui vous conférera des pouvoirs magiques. Absolument. Oui, non, non. Non, mais quand même. Et puis la nouvelle du jour, et j'espère que vous l'avez déjà regardé, c'est le site, enfin la première page de l'Alliance populaire où vous allez pouvoir donner vos coordonnées, savoir si vous souhaitez vous engager dans un mouvement en temps libre ou simplement en fondateur ou simplement quelles sont vos attentes. On va ensuite avoir un lieu de discussion. Je suis en train de parler avec des gens qui ont des idées de plateformes pour pouvoir partager
partager des idées. L'idée, c'est de faire une plateforme citoyenne, pas une de plus, c'est de faire la plateforme citoyenne pour qu'on arrive au municipal et par la suite à peser sur le débat public et à faire ce grand coup de balai dont on a tant besoin. Les responsables du désastre n'ont pas à rester, nous donner des leçons. Il est temps qu'ils partent, mais pour ça, il faut s'organiser. Voilà, donc pour ceux qui se demandent ce qu'on fait, on fait ça. L'adresse pour, si vous souhaitez ne pas utiliser un QR code, ce que je comprends, c'est simple, c'est alliancepopulaire.fr. Voilà.